continuer, allez. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it, joy for cycling fans. Bonjour à tous, c'est Lucas. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série que l'on a intitulée En balade avec. L'objectif est simple, dialoguer avec des acteurs du cyclisme pour en savoir plus sur leur quotidien. Et pour cela, je suis toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Guillaume. Bonjour à tous. Et pour ce premier épisode, on accueille l'ex-champion de France Espoir et désormais professionnel au sein de l'équipe Intermarché Wanty-Gobert, Théo Delacroix. Comment tu vas, Théo ? Bonjour, ça va bien et vous? Écoute, ça va très bien, on est très content de t'avoir parmi nous. Ouais, c'est gentil de nous donner un peu de ton temps pour répondre à nos questions. C'est un plaisir partagé. Donc pour faire un rapide sommaire de ce qu'on va évoquer dans l'épisode, ça passera bien évidemment par son quotidien en tant que cycliste professionnel, ses passions et aussi par son bagage universitaire. Donc première question entre guillemets, on va bien évidemment dialoguer avec toi, c'est pour commencer, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Théo Delacroix. J'ai 22 ans. Je suis originaire de Franche-Comté, plus exactement du Jura. Je fais du vélo, on va dire, de façon comme un loisir depuis 2013-2014. Et donc j'ai été au club du Jura Cyclisme. Après, j'ai pu intégrer la structure du CC Etup durant l'année 2018 où j'ai fait 2 ans et demi. Et je suis désormais avec l'équipe. Bon, avant c'était Circus Wanty-Gobert, maintenant c'est Intermarché Wanty-Gobert depuis le mois d'août dernier où j'avais fait auparavant quelques, on va dire, des stages où j'étais stagiaire. Donc voilà pour ma partie vélo. Et après, au niveau on dirait universitaire, comme tu en as parlé tout à l'heure, j'ai été jusqu'à un DUT que j'ai fait sur Besançon, un DUT chimie. On en reparlera plus tard, je pense, dans le podcast. Oui, parfait. Très belle présentation, j'ai envie de te dire. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais savoir comment tu te définirais, toi, comme type de coureur. Quel type de coureur tu es? Ouais, c'est une question qu'on pose souvent. Et je pense que moi, au début, on va te catégoriser dans une catégorie parce que tu as réussi telle course ou pas. En junior, j'ai fait une bonne prestation sur la classique des Alpes, donc tout de suite on me dit t'es grimpeur. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à découvrir différentes courses, notamment moi j'ai pu faire quelques courses avec Etup en espoir comme Liège-Bastogne-Liège, c'est des courses pas grimpeur mais un peu plus puncher. J'ai également vachement aimé les courses. J'ai fait Paris-Roubaix en 2018 là chez les espoirs où j'ai vraiment bien aimé. Et là, récemment, en Belgique, j'ai fait une course, c'était Nocquereux, c'était pareil, une course un peu type flandrienne. Et j'ai également aussi bien aimé ce profil de course. Donc, moi, je me considère, on va dire, comme un coureur entre guillemets assez complet, où je suis capable de faire des bonnes prestations sur des courses avec un profil un peu plus plat, où c'est plus nerveux, où je peux me placer et tout, que sur des courses un peu plus montagnardes. Mais voilà, on va dire un profil un peu entre guillemets bâtard, où j'excelle pas dans une discipline, mais j'arrive à bien performer et à faire des bonnes prestations sur à peu près, ouais, à peu près tous les types de parcours, on va dire. Ouais, tu vraiment un coureur assez complet, quoi, j'ai envie de te dire. Donc ouais, c'est pas plus mal, entre guillemets. Après, dans le monde pro, tu essaies de te découvrir peut-être encore un peu, non? C'est ça, ouais, ouais. Comme j'ai dit, j'ai fait quelques courses récemment là et tu peux voir que ça plaît, qu'il arrive bien. Donc non, je pense faut pas trop se catégoriser faut pas se mettre trop dans une catégorie. Et je pense qu'on le voit. Faut pas se limiter à une catégorie et essayer de découvrir le plus de choses. Et je pense que faut pas se brider dans une catégorie ou une autre. Mmh. Moi, ça me fait un peu penser à
C'est bête, mais à Nibali, quand il y avait eu l'étape des pavés sur le Tour de France où personne l'attendait devant et il a explosé la plupart des. Ouais, voilà, et voilà, je trouve c'est bien que chaque coureur bah, essaye de découvrir ça. Je pense que la situation actuelle du manque de courses et tout incite les coureurs à bah, changer on va dire leur fusil d'épaule et à découvrir d'autres courses aussi. Je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière sur, sur on va dire sur tes débuts dans le vélo et je crois que Guillaume, il avait une question à ce sujet. Ouais, moi je me souviens on a eu une petite année en commun à Jura Cyclisme. Je crois que tu étais encore en école de vélo, tu découvres à peine les cadets, je sais plus exactement. Tes débuts sur un vélo chez Jura Cyclisme, ça a été quelque chose de vraiment important dans ta carrière, dans ta façon d'être, et notamment avec ton mentor Pierre Géillon. Bah ouais, je suis venu, c'est un peu grâce au club et à un groupe qui s'est créé au fur et à mesure des années que je suis monté sur un vélo, parce qu'il y avait un groupe qui s'était formé, il y avait une bonne ambiance, des choses comme ça. Je pense que ça passe par là aussi. Bah pour moi, ça c'est passé par là le fait que voilà, j'ai commencé mes premières années sur un vélo. S'il n'y avait pas eu cette effervescence autour de ce groupe-là, autour de ce club, j'aurais pas forcément continué ou j'aurais peut-être pas forcément accroché. Et je pense que ouais, j'y dois beaucoup au club et aux encadrants qui ont mis en place au début, ça passe par des petits stages, par des rassemblements. Oui, moi je me souviens encore parce que du coup je peux un peu répondre avec toi. On avait fait un week-end, ils avaient loué un gîte à Arbois, on avait fait une sortie VTT, une sortie route et ouais, il y avait, c'était Pierre Géillon aussi qui venait de rejoindre le Juracyclisme et qui avait mis vraiment en place, un truc sympa pour les jeunes et ça a vraiment formé un groupe. Moi, j'ai vraiment des bons souvenirs. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le groupe ils ont su créer et bah, qui m'a permis de passer des caps et voilà, au fur et à mesure de vouloir faire ça. Mais ouais, c'était une bonne ambiance, on va dire assez familiale, assez, avec pas mal de potes et tout. On a su se connaître au fur et à mesure et je pense que c'est la base au final du vélo, de tous les sports, hein, commencer. Avoir un bon groupe de potes et ce que j'ai entre guillemets c'est normal parce que maintenant je fais plus ça de façon à dire mon métier mais tu le retrouves pas du tout ou tu le retrouves moins de façon au niveau où je suis quoi. T'as moins avec certains coureurs ça passe mais avec d'autres ouais c'est vraiment plus Ouais. compliqué quoi. OK, je comprends. Hem, Bah, tu parlais de cap justement. Dans chaque catégorie, tu as réussi à sortir de belles performances. Moi, je me souviens notamment de ton premier gros résultat, il me semble, c'est ta 5e place au championnat de France cadet. Ensuite, en junior, bah, tu l'as dit tout à l'heure, ta seconde place sur la Classique des Alpes. Plus récemment en espoir, par exemple, ta 9e place sur Liège-Bastogne-Liège et ton titre de champion de France. Donc, en gros, pour toi, chacune de ces performances, ça marque un peu, le franchissement d'un palier? Ouais, c'est vrai que bon, faut avouer, j'ai pas mille résultats, mais à chaque fois, j'ai réussi à avoir un résultat, on va dire, significatif. Et ça m'a permis de passer bah, un échelon supérieur et d'être, on va dire, détecté ou de, que mon profil a intéressé, par exemple, après quand je suis passé à YouTube. Voilà, c'est des choses qui, si je serais pas passé directement à YouTube, ça aurait peut-être mis un peu plus de retard dans ma carrière, entre guillemets. J'aurais peut-être pas eu, je serais pas là où, actuellement où je devrais être. Donc ouais, voilà, chaque fois j'ai su avoir un petit résultat qui m'a permis de me dépasser les autres, qui a permis de me mettre en valeur par rapport aux autres. Et ouais, déjà, comme tu disais là, dès le championnat de France cadet, bon, c'était vraiment là ma première course, on va dire internationale, parce qu'en cadet, tu fais pas beaucoup de courses à l'étranger, mais là, c'était même pas international, c'était vraiment français avec le championnat de France au Pieux, du côté des Pieux, là, en Normandie. Et ouais, j'y suis allé un peu sans complexe et j'ai pu prendre la bonne échappée, elle va au bout et ouais, ce jour-là, j'avais encore de bonnes sensations. J'ai eu un petit pépin dans le final parce que bah, c'était la première fois que je jouais, on va dire, un peu une grosse course comme ça. Et je me rappelle ce jour-là la pression dans les derniers kilomètres qui monte quand tu te dis que tu vas jouer vraiment le titre de champion de France. Bon, après, voilà, au final, c'est pas un regret parce que j'ai pu rectifier le tir l'année après. Mais ouais, c'est vrai que
ça m'a permis de, comme j'ai dit, de passer un cap et ça m'a donné un peu de confiance, déjà beaucoup de confiance pour la suite, quoi, en fait. Et justement, tu parlais du CC Tube juste avant et est-ce que pour toi, c'était important, quand tu es sorti des juniors, de rester dans la région? Bah, du coup, vu que pour rappel, toi, tu es jurassien et Étupes, c'est justement dans le territoire du Doubs, donc juste à côté. Est-ce que pour toi, on va dire, la proximité avec, le club, entre guillemets, c'était important? Ouais, ouais, c'était le fait de, on va dire, de rester aussi assez proche de mes racines, de mes amis et tout, c'était assez important. Je voulais pas trop. Certains arrivent à faire le gap, on va dire, et partir assez vite loin de leur famille, changer leurs habitudes assez rapidement. Et moi, on va dire, j'avais la chance d'avoir le club d'études pas très loin de la maison, qui s'est vite, c'est vite paru comme une évidence. Après, eux sont venus me chercher, ça m'a tout de suite intéressé. Donc, ouais, je pense que ça se trouve, si je serais parti dans un autre club, en Normandie, il y a plein d'autres clubs hein, qui recrutent des jeunes. Je sais que Rouen, ils le font pas mal et tout. Ça aurait peut-être pas été la même chose pour moi. Donc, ça a été un point assez facile parce que voilà, c'était tout près de la maison. Si ça a raté, voilà, j'arrêtais et c'était fini. Ça allait pas changer grand-chose. Ça, on va dire, ça a facilité la chose aussi, je pense. Oui, puis en plus tu connaissais déjà quelques hommes, donc l'intégration est plus simple. Ouais, aussi, hein. C'était plus facile. Le fait, comme tu dis, je connaissais des mecs déjà, ça a facilité la chose, c'est sûr. Et justement, enfin là, du coup, tu as présenté entre guillemets ton côté, formateur et qui a été, vachement important dans ta carrière et justement, à quel moment tu as vraiment compris, que tu avais les capacités pour, passer professionnel? A compris, je pense que bon après voilà, ma première année à Etup, c'était, bah, une année d'espoir, hein, pas mal de découvertes, et bah, tu prends goût au final parce que je me rappelle sur, Liège-Bastogne-Liège, la première année là, quand j'étais dans l'échappée, tu avais quand même, des grosses équipes, ça met l'eau à la bouche, tu vite envie de découvrir d'autres choses. Et ma deuxième année à Etup, il y a eu l'arrivée de Boris Zimine en tant que directeur sportif. Ça aurait pu être un tournant aussi dans ma carrière, je pense, parce que après le départ de GG, j'avais eu des propositions de certains clubs. Rouen voulait que j'aille avec eux plutôt. Et moi, j'ai fait un peu le choix de rester à Etup, mais j'étais encore un peu tiraillé par le choix du DS. Je connaissais pas trop Boris, mais lui, il a su venir vers moi et me rassurer en me disant bah, que il viendrait, que le club garderait la même identité qu'elle avait actuellement et il a su voilà me rassurer pour que ensuite dans ma deuxième année il me place un peu comme un des leaders on va dire du groupe et voilà ça m'a permis ensuite de me dire ah bah il y a peut-être possibilité de faire d'être peut-être stagiaire et de découvrir un peu le monde pro. Pourquoi pas aller en équipe de France aussi ça, c'est quelque chose que j'avais pas eu la chance d'avoir en junior, une sélection en équipe de France. Et je me dis, bah voilà, découvrir, voilà, c'est la succession, l'envie de découvrir d'autres choses et qui m'a incité, on va dire, à persévérer pour être professionnel, même si il y a 2 ans de ça, tu me dis, tu vas être pro, moi j'y croyais pas du tout et c'était pas mon but, c'est pour ça que j'ai continué les études aussi, hein. Ouais, moi quand je t'écoute un peu, j'ai l'impression que c'était pas forcément, enfin, tu pas focalisé sur devenir pro, devenir pro, devenir pro. D'ailleurs, je pense que ton parcours scolaire, bah, le montre un petit peu. Je me trompe pas trop? Ah ouais, ouais, moi c'était. Alors que certains peuvent avoir, on va dire, plus cette envie, cette abnégation, cette obsession, voilà, de vouloir être professionnel. Moi, c'était pas forcément mon envie première parce que je ne pensais pas avoir peut-être les capacités ou voilà, ouais. Moi, ça restait plus entre guillemets comme ça reste plus comme un bonus. Et voilà, si je passe pas, bah, c'est cool et je le perçois encore pareil aujourd'hui, hein. Voilà, je suis pro. Si demain ça doit s'arrêter, bah voilà, ça aurait été une très belle expérience. On fera en sorte que ça continue. Mais si à cause de quelque chose, je peux pas continuer, voilà, malheureusement, ça sera comme ça. Mais ça sera pas un échec. Voilà, moi, je prends plus ça comme une expérience qu'un échec. OK, bah, parfait. Bah, c'est aussi un choix, qui est vraiment,
assez enfin pas particulier dans le sens où, je sais qu'il bah, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent et qui sont obsédés, on va dire, par cette, volonté de passer pro. Mais justement, toi, tu as vraiment eu un double bagage universitaire et vraiment, déjà une belle petite carrière, on va dire, chez les pros et chez les amateurs. Et justement, on va dire, est-ce que ton premier passage chez du coup, bah, Circus Wanty-Gobert en 2019, est-ce que ça t'a en tant que stagiaire, ça t'a beaucoup apporté? Ouais, ouais, c'est vrai que les premières courses, bah, tu les abordes avec un peu d'appréhension et de ce fait, là, de commencer un peu en tant que stagiaire, il y a moins la pression de j'avais un peu la pression moi, je me mettais la pression, par moi-même, hein, mais le groupe sportif, au final, bah, il tu pas salarié, on va dire, de du groupe donc bah, si tu fais des prestations un peu en dessous de ce qu'ils attendent, bah, ils vont pas spécialement te le dire. Après ils te reconduiront pas mais ouais, non, le fait que tu sois jeune et tout, ça aide parce que, bah, ils disent: «Bah, fais ton maximum», au final tu leur montres que tu arrives à faire des belles choses donc ça a permis de pas rentrer tout de suite dans le grand bain et tout de suite, on va dire, d'avoir la pression, voilà. C'était pas ça a été une progression un peu par échelon où j'ai, bah, au début, voilà, été stagiaire avec eux en 2019. Ce que je disais aussi, apprendre à connaître leur fonctionnement, le staff et tout, c'est quelque chose aussi qui m'a aidé au fur et à mesure, bah, des années parce que tu sais comment ils fonctionnent, tu sais leurs réactions, tu sais leur façon entre guillemets de vivre, une course et voilà, c'est beaucoup plus facile. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais là, le fait, l'école et le vélo. Moi, je trouve que quand tu as l'école et que tu as le vélo, je l'ai répété plusieurs fois ça, mais tu as toujours un peu le support des deux. Si par exemple à l'école ça va pas trop mal, bah, le week-end tu as le temps de te reposer un peu en course et changer un peu d'univers. Alors que si par exemple tu as fait un mauvais week-end et oh, bah, que tu pas fait de bons résultats en vélo, et bah, tu dis allez, je retourne en cours et je retrouve les potes d'école, mes camarades d'école, et voilà, tu changes vachement d'univers, tu arrives à switcher assez rapidement et moi je trouve que ça a facilité la chose aussi, je pense. OK. Et du coup, bah, juste pour rappeler, on va dire, ceux qui nous écoutent, CC Etup est partenaire depuis 2000 fin 2019 si je dis pas de bêtises, non, depuis 2019 avec, Wanty Gobert. Ouais, 2019, ouais, ça a commencé à peu près, ouais, à partir de l'année 2019, quoi, autour du mois de juillet où il y a eu quand même pas mal de choses de faites. Et justement, on va dire, ton passage chez les pros dans l'équipe belge, ça s'est fait presque naturellement? C'était un choix logique pour toi, du coup? Bah, on va dire, après mon titre de champion de France, j'avais déjà fait un stage, bah, comme je t'avais dit là chez eux, là, quelques courses chez eux. J'ai fait quand même, du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, donc j'avais fait, à peu près une 9-10 jours de course, ouais, même un peu plus, 15 jours de course, je crois. Donc voilà, moi, ça paraissait logique bah, entre guillemets, d'aller chez eux parce qu'ils m'avaient donné ma première chance en tant que stagiaire. Donc voilà, je suis allé plus facilement vers eux, même si j'ai pas eu non plus 1000 opportunités. J'avais eu quelques échos de la Groupama FDJ sur Besançon. Voilà, moi, je voulais quand même aller assez vite vers le monde pro et ouais, l'équipe avait, m'avait fait bonne impression, pardon. Moi aussi, je leur avais rendu un peu l'appareil, donc voilà, ça, c'était un peu naturel de leur rendre leur monnaie de de rendre la monnaie de leur pièce. Ouais, je sais plus comment on dit ça, bref. Et voilà, et aller vers eux pour mes débuts chez les pros. Est-ce que tu t'y attendais, toi, de passer, entre guillemets, pro, certes en août, mais on va dire pour ta première vraie saison qui est, 2021, est-ce que tu t'attendais à débuter, on va dire, directement dans le World Tour? Non, ça s'est fait assez rapidement. Moi, j'ai commencé avec eux, bah, donc, en août 2019. J'ai fait trois mois en Conti Pro, là, donc l'année dernière, quand c'était encore Circus Wanty Gobert. C'est vrai que, ouais, comme tu dis, après ma première année déjà chez les amateurs, ma première grosse année, entre guillemets, chez les amateurs, passer directement, c'était assez rapide. Mais voilà, aussi le fait que la crise soit arrivée, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir pu signer mon contrat voilà, un peu avant cette crise parce que je pense que maintenant ça serait un peu plus compliqué.
Bon, avec eux, peut-être pas, mais ouais, avec d'autres équipes, je sais que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Après, eux m'avaient donné leur parole et tout, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ouais, comme tu dis, là, enchaîner directement avec le World Tour, c'est compliqué parce que tu fais vraiment des courses, on le voit cette année, encore plus avec la crise parce que le niveau est vraiment élevé, mais tu commences vraiment directement avec les meilleurs mondiales, donc c'est compliqué de rivaliser. De toute façon, faut être, euh, faut être franc. Tu peux pas du jour au lendemain être capable de jouer les premiers rôles sur une course pour le tour. Ça demande du temps. Donc voilà, ça aussi c'est compliqué de trouver parce que tous les week-ends ou toutes les courses, c'est quand même, le niveau est dur. Faire des résultats c'est compliqué. Donc voilà, faut rester concentré et se dire que c'est le plus gros niveau du monde, on va dire, et ça viendra, je l'espère, par la suite, quoi. Et que les résultats viendront par la suite. Bah, en tout cas, on te le souhaite, c'est tout ce qu'on peut te dire. Et justement, on va dire, dans ta façon d'être au quotidien, on va dire en tant qu'athlète professionnel, qu'est-ce que tu ressens toi au moment d'accrocher un dossard? Toujours un peu de stress, vraiment de l'envie? Comment tu te sens en fait? Bah, le stress, ouais, on l'a toujours un peu parce que ça dépend sur quelle course aussi tu te trouves. Sur des grosses courses, tu as toujours cette envie, tu sais que c'est des gros monuments. L'année dernière, j'ai pu faire le Lombardie. Voilà, c'est l'une des plus grandes courses au monde, l'un des 5 monuments. Mais même là, les courses que j'ai fait en Belgique, c'était mes premières courses en Belgique. Tu as toujours l'envie, ouais, l'appréhension aussi, mais tu as l'envie de découvrir un peu comment ça se passe. Et l'envie aussi de bien faire. Moi, c'est ça qui me met le plus de stress, c'est l'envie de bien faire et pas décevoir. Après, le stress de la course, cette année, c'est encore plus marqué qu'avant parce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de courses, il y a beaucoup plus de stress au sein du peloton. Tout le monde veut faire un résultat assez vite. On ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Mais ouais, quand j'accroche un dossard, c'est principalement l'envie de bien faire. Et voilà, ça en découle avec pas mal de stress. Après, ça dépend aussi le rôle qu'on m'attribue pendant la course, mais souvent c'est soit protéger les leaders ou essayer d'aller le plus loin avec eux ou prendre une échappée, ce que j'ai pas réussi à faire depuis le début de l'année malheureusement. Mais voilà, c'est beaucoup beaucoup d'envie. Après, il y a des fois où t'as un peu moins envie parce que la météo est pas trop bonne ou voilà. Mais ça, c'est comme tout, hein, des fois t'as un peu moins d'envie sur certaines courses, mais non, principalement, comme je t'ai dit, du stress qui est engendré par l'envie de bien faire, je pense. Bah, il y a 2 semaines, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu courais en Belgique. Moi, je me souviens, j'ai regardé la course et on t'a déjà vu performer sur un Paris-Roubaix espoir. Les courses pavées, bon, on a cru comprendre que c'est quelque chose qui te plaît. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et que j'aimerais, des courses comme il y a en ce moment, là, les Flandriennes, j'aimerais bien y prendre part plus souvent, quoi, dans les années futures. Et justement, pour continuer là-dessus, enfin, vu qu'on va dire dans l'avenir, tu souhaites, découvrir davantage de courses, on va dire, qu'est-ce que tu ambitionnes toi, plus généralement dans le monde du vélo? Comment tu comptes y laisser ton «empreinte» entre guillemets? Ah, c'est une question pas simple, pas simple. Y laisser mon empreinte, ça passe, si tu veux, on va dire, marquer un peu l'histoire du vélo et qu'on se rappelle de toi, ça passe par principalement des victoires, hein, bien sûr. Après, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas gagné énormément, mais qui ont su se distinguer avec des échappées. Si tu veux te distinguer auprès du grand public, j'ai envie de dire, c'est déjà faire un grand tour, un Tour de France. Et là, tu gagnes en notoriété assez rapidement, mais non, moi, c'est plus, on va dire, personnellement, si je devais, on va dire, qualifier une carrière réussie, ça serait, c'est sûr, essayer de gagner des Coupes de France, une belle Coupe de France, ça serait déjà très beau, et participer à un ou plusieurs grands tours, ça serait quelque chose de très bien. Pourquoi pas dès cette année j'aimerais bien, pourquoi pas participer à la Vuelta. Bon, ça sera un peu. Bah, est-ce que tu connais ton programme de course dans les semaines à venir et pourquoi pas une première sélection sur la Vuelta, c'est envisageable, pour toi? Ouais, ouais. Donc là, notre programme de course, on va dire, a été établi depuis le début de l'année. On a vraiment les grandes lignes de notre programme de course.
qui varie un peu, hein, mais en fonction des blessures, des états de forme et tout, de certains des mecs de l'équipe et de nous. Mais principalement, là, je devrais prendre part à une classique ardennaise, la Flèche Wallonne, dans quelques semaines. Pays Basque, donc ouais, prochainement plutôt le Pays Basque, donc semaine prochaine, où là, ça va être vraiment, entre guillemets, une course de préparation, parce que c'est vraiment très dur et il y a 6 jours de course avec un chrono. Donc ouais, ce que j'ai dit, Flèche Wallonne. Après, moi, normalement, je serai aligné sur le Dauphiné au mois de juin. Donc, encore une belle course. Ouais, ouais, Dauphiné. Après, au mois de juin, bon, aussi le championnat de France à Épinal, là, pas loin de chez nous. Le Tour de France, bon, non, cette année, pas encore. Et donc là, il y aura une petite période, on va dire, de repos au mois de juillet avant d'enchaîner. Donc voilà, comme on a dit, la Vuelta, moi, ça sera, j'aimerais bien y participer. Il y aura des discussions qui seront entamées avec l'équipe en temps voulu, en fonction des cartes encore présentes, quel coureur voudra y participer. Mais ouais, j'aimerais bien participer à la Vuelta. Et normalement, ce qui va être sûr pour moi, c'est les classiques du côté du Canada, là, avec Montréal et Québec. Deux, deux belles courses, deux belles courses. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, après, voilà, ça sera au mois de septembre, les classiques de fin d'année du côté de l'Italie. Pourquoi pas refaire un Lombardie? Et il y a les championnats du monde aussi en Belgique cette année. Espoir, ouais. Et j'aimerais bien y participer. C'est un parcours un peu flandrien. J'ai pu regarder un peu et j'ai pu avoir une discussion avec le sélectionneur. Et si j'ai la possibilité de le faire, ouais, je serais vraiment motivé pour ma dernière année chez les Espoirs d'y participer. Bon, écoute, on va suivre ça avec attention, hein. Ah oui, parce que c'est un beau petit programme quand même et ça va être sympa à suivre. Et puis justement, je pensais, par rapport à ton programme de course et par rapport à ce que tu me disais sur le fait de vouloir faire davantage de flandrienne, est-ce que, par exemple, un Paris-Tour qui ressemble au Stradé que tu as fait, cette saison, est-ce que ça pourrait t'intéresser ou pas? Ouais, ouais, Paris Tour, c'est vraiment une belle course. J'ai pu la faire en tant que stagiaire en 2019, donc je sais un peu à quoi m'attendre. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu le type de course, un mélange entre où il y a quand même pas mal de bordures. C'est une course quand même pas mal à bordure dans sa première partie là, et après où t'as les chemins blancs avec des belles rampes. Ouais, c'est vrai que ça peut être une course qui peut me correspondre. Et je sais que aussi il y a une course qui ressemble aussi là, c'est la route Tourangelle là dimanche prochain. Moi je le fais pas, mais c'est un peu la même du même style. Et ouais, c'est vrai que bah, tu parles de Stradé, j'ai pu la découvrir cette année là. C'est vraiment des courses assez intéressantes où tu as quand même une part aussi de placement bien sûr avant chaque secteur, une part de chance aussi avec bah, pas mal de crevaisons et tout. C'est ouais, c'est un peu le style de course que j'aime bien, qui me correspond pas mal, un mélange des deux. Et cette année, je crois elle doit y être à mon programme. Et on y porte, on va dire, pas trop d'importance entre guillemets parce qu'on se dit c'est pas une grande course, mais non, au fur et à mesure des années, on voit que il y a quand même des grands noms au palmarès. L'année dernière, Cosnefroy, en 2019, Cosnefroy a dû faire deux. Ouais, voilà, c'est un peu ce type de course que j'aimerais performer par la suite à l'avenir, quoi. OK. Ouais, on voit vraiment bien le type de course qui te plaît, c'est vraiment les courses, faut vraiment les se donner quoi, ouais, c'est vraiment les courses de guerriers. Ouais, ouais, c'est vrai qu'au début, sur des courses comme ça, tu es un peu réticent, tu dis, ah, ça va être dur. Mais au final, quand tu vois que ça écrème assez vite, tu dis, ah, bah voilà, je suis bien. Ça passe aussi par là, au niveau mental, tu dis, ah, bah, on n'est plus que de temps, allez, il faut se battre, faut se mettre à fond pour être le dernier survivant. Et moi, du coup, j'ai une question parce que, enfin, je pense que c'est la question, enfin, pas mal de gens doivent se poser cette question, c'est, bah, est-ce que tu as des idoles dans le vélo et est-ce que tu arrives à dissocier le côté fan à celui de cycliste pro? Tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, par exemple, je suis fan de Cavendish. Si demain je me retrouverais dans le même peloton que lui, je serais un peu, j'aurais du mal à dissocier le côté fan, tu vois? Ah ouais, 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 c'est une bonne question. Bah moi, j'ai été fan ou on va dire impressionné, supporter d'Andy Schleck dans les années 2000. Ah! Bah, moi aussi. On se retrouve, c'était vraiment Cavendish et Schleck. C'était voilà, ouais,
le mec que j'aimais bien et ouais, après j'ai pas spécialement maintenant, on va dire de coureur, favori, je pense que ça c'est plus quand tu regardes le vélo que tu on va dire un fan ou un coureur que t'aimes. Et maintenant voilà, il y a des coureurs que j'admire, on va dire plus que je suis fan, mais des coureurs comme Nibali, des coureurs comme ça, voilà, c'est plus, ce type de coureur Ça fera plaisir à que Luca. j'aime bien. Mais, comme tu dis, dissocier le côté fan et supporter, ouais, c'est compliqué à trouver le juste milieu, mais c'est sûr quand tu cours avec des coureurs comme j'ai dit, on a pu voir Van Der Poel et tout, même si je suis pas fan de ces coureurs-là, je les respecte et tout, et c'est sûr que tu te dis que ça sera, c'est des grands champions et ça sera je pense, des légendes au fur et à mesure des années, quoi. Et du coup, on va dire pour finir un peu cette partie vélo, moi j'avais plutôt une question, un peu, dans le contexte un peu actuel et qui arrive normalement, d'ailleurs, qui est mis en place à partir de demain, c'est les polémiques autour de, tu sais, de la position Mohoric, par exemple, et jeter aussi le jet de bidon, par exemple, aux supporters, qui est aussi apparemment interdit. Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus sur tout ce qui est sécurité, des dernières, tout ce qui est polémique autour de l'UCI? Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Ouais, ouais, bien sûr, j'ai une opinion. On a pu voir, comme tu as dit, plusieurs mesures qui vont être mises en vigueur à partir de demain, là, du 1er avril. Bah, premièrement, la position Maoric, là, ouais, moi je trouve ça un peu bête qu'elle soit interdite. Après, si ça peut éviter à certains coureurs de nous mettre par terre à cause de ça, ouais, c'est quelque chose qui me dérange, on va dire un peu moins. Par contre, le fait que tu puisses pas poser tes mains sur le cintre, tes avant-bras plutôt sur le cintre, pour un coureur qui roule devant pendant, comme tu disais, 200 bornes pour attraper l'échappée, ou un échappé comme j'ai pu voir au Fredo, il le faisait pas mal et tout. C'est quand même, on va dire, assez stupide parce que Enfin, c'est une manière un peu de se reposer, quoi, ouais. ouais, 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 ouais. Et je pense que sur un final, un coureur qui veut essayer de gagner une course qui est. Bon, un Alaphilippe, on l'a vu plusieurs fois dans des positions un peu en recherche de vitesse, et ça va, on va dire, défavoriser les coureurs offensifs qui vont vouloir essayer d'attaquer dans le final pour essayer de fausser les compagnies au peloton. Après, la mesure du jet de bidon, là, ça c'est comme un peu, on va dire, à l'inverse de l'éthique vélo, parce que je trouve que quand t'es gamin ou t'as pas mal de personnes sur la route qui vont voir une course pour récupérer un bidon d'un coureur ou ouais, voilà, c'est un peu leur kiff, quoi. Même nous, quand on était petits, notre but c'était de récupérer un bidon. C'est vrai que des fois, certains coureurs sont pas trop respectueux et jettent des bidons un peu en l'air et ça peut retomber sur. S'ils sont encore remplis d'eau, là, ça peut faire mal et ça peut blesser des gens. Mais dans en majorité, c'est quand même pas quelque chose de dangereux, hein. Et après, il y a une autre mesure qui est intéressante, c'est l'interdiction de jeter tout ce qui est papier, même si avant c'était interdit et moins réprimandé. Mais voilà, il y aura des zones qui seront dédiées plus souvent pour le jet de bidon et pour les jets de papier. Et ça, je trouve que c'est quand même important parce que bah, on fait du vélo et tout, on se dit: «Oh super, le vélo, c'est quelque chose d'écologique» ou voilà, mais à côté, quand tu vois, c'est vraiment, comme beaucoup de sports, je pense, mais au niveau, écologie, c'est pas du tout un exemple, hein, il y a pas mal de coureurs qui ont tiré la sonnette d'alarme. J'avais vu, Michael Wood là qui disait qu'on était un peu qu'on consommait beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup de transports, avions et tout et ouais. On peut montrer une image, on va dire, le vélo, quelque chose de vert et tout mais à côté, notre sport, je pense que, l'est pas forcément, quoi. Ça sert à rien de dire qu'on est vert et dire qu'on est écolo, qu'on est respectueux de l'environnement. Je pense dans les actes, faut le faire parce que je vois quand même pas mal surtout les étrangers, les Français, je trouve, sont assez respectueux là-dessus, mais les étrangers ont du mal à respecter ces zones et acheter on va dire les papiers, voilà, dans des zones dédiées ou le garder dans la poche. C'est pas un papier qui va te changer quelque chose, surtout à 100 kilomètres de l'arrivée. Bon, je peux comprendre que dans un final, t'as pas trop le temps de mettre le gel dans la poche, voilà. Mais surtout, voilà, qu'au début de course, t'as le temps de mettre ton papier dans la poche
et le donner au ravito ou le mettre dans la musette une fois que tu prends la musette. Voilà, c'est des gestes assez faciles qu'il faut qu'on fasse plus instinctivement, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va dire pour le cyclisme professionnel, il y a encore, des grands actes à accomplir sur, ça et notamment, par exemple, avec tout ce qui est voitures suiveuses qui peuvent, tout petit à petit passer à l'électrique ou à quelque chose de moins polluant. Enfin après on va pas non plus s'étaler là-dessus parce que je pense qu'on pourrait y en parler pendant des heures. Mais, justement, on a bien parlé de toi, on va dire, sur ton côté d'athlète, professionnel. Je voulais en savoir plus, du coup, on va dire un peu sur tes passions et si je me trompe pas, tu es un grand passionné de sport aussi, toi? Ouais, il m'arrive de regarder plusieurs sports autres que le vélo, comme le foot. J'aime bien aussi tout ce qui est le ski, biathlon. Voilà, j'aime bien, on va dire, un touche à tout à tous les sports, quoi. Ouais, moi je sais que tu faisais pas des road trips, mais avec Pierre, vous partiez voir un match à Lyon et le soir vous étiez à Geoffroy Guichard. Ouais, ouais. On a fait plusieurs fois faire un coup Geoffroy Guichard, après ou Gerland, anciennement Stade des Lumières. Ouais, ouais, le foot, c'est depuis tout petit, depuis longtemps, j'aime bien aller voir les matchs de foot, surtout à Lyon, qui est bon, ça a toujours été un peu mon équipe, on va dire, de cœur. Et, et bon, cette ambiance que tu retrouves dans le vélo, mais c'est un peu plus intensif, je trouve, sur des matchs où quand tu vas voir des matchs de Ligue des Champions, c'est quelque chose. Tu retrouveras peut-être aussi cette ambiance, sur le Tour du Pays basque, si les Basques sont sortis, malgré le covid. Normalement, je crois que c'est une bonne grosse ambiance donc pourquoi pas avoir des fumis, comme sur Milan-San Remo, dans l'école basque. Ouais, ouais, c'est vrai que les supporters basques ont, à dire, cette réputation un peu d'être assez festifs et mettre la bonne ambiance. Et ensuite, en dehors du sport, est-ce que tu as d'autres passions? Je sais pas, le gaming, la musique ou autre? Non, pas forcément ces passions-là. J'aime bien, depuis quelques années, je m'intéresse un peu à ce qui est l'apiculture et tout. En plus, la dernière, avec le confinement et tout, pendant cette période-là, entre mars, avril, mai, là, j'ai pu passer pas mal de temps avec les abeilles et tout. Mon grand-père avait, on va dire, cette passion-là et il pratiquait l'apiculture. Et ouais, c'est vrai que par la suite, j'aimerais bien continuer dans cette voie-là. Et ouais, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'apaise un peu. Bah, c'est bon, tu as déjà trouvé, on va dire, ce que tu feras sur ton après-carrière et franchement, c'est très intéressant et limite, assez inattendu dans le sens où, enfin, c'est quand même assez rare de trouver des gens qui sont autant passionnés que tu viens de le dire, des abeilles et de l'apiculture en général. Non, ouais, moi je suis assez, on va dire, comment dire, extérieur et tout. L'hiver, j'aime bien, je suis pas mal un peu chasse, des choses comme ça, mais pas chasse comme on peut. Parce que voilà, tu vas dire chasse, c'est le gros qui va boire des coups et tout à la cabane. Non, Ça fait pas trop le job ça l'hiver, ouais, clairement. c'est plus des balades avec, voilà, avec des amis où on va se balader pendant plusieurs heures et plus dans la découverte et dans voilà, que la chasse vraiment. Mais ouais, c'est vrai que ouais, j'aime bien ce côté-là pour changer un peu du vélo l'hiver. OK. Et justement, bah, pour finir et revenir, on va dire, sur ton côté études, on connaît, on va dire, entre guillemets, «la complexité» d'allier le sport de haut niveau et les études. Toi, tu as réussi à faire les 2. Et pour rappel, si je dis pas de bêtises, tu as obtenu un DUT en chimie, c'est ça? Ouais, un DUT chimie, option des caractérisation des matériaux. Ouais, j'ai fait ça à Besançon pendant 2 années, un DUT, hein. Et ouais, ça m'a plutôt plu, même si la crise du Covid après on va dire, j'ai pas pu faire finir l'année comme espéré parce qu'on avait un stage qu'on devait faire et j'ai pas pu le faire. Mais non, c'est vrai que pendant ces 2 années, j'ai vraiment bien aimé ce domaine-là. Et bon, c'est compliqué, comme tu disais, d'allier un peu vélo d'allier vélo et études. Mais non, le personnel
administratif de l'UIT m'a bien soutenu. Ils étaient un peu à fond aussi vélo, donc ça a aidé. Ça a aidé. Et non, j'ai fait deux bonnes années là-bas où après, voilà, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y avait le vélo, mais s'il fallait recommencer, pourquoi pas recommencer un peu dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant, quoi. Bah, écoute, parfait, on en sait beaucoup plus maintenant sur toi et bah, du coup, comme dit en introduction, je te propose qu'on termine, ce podcast par un «tu préfères». À chaque fois, bah, tu connais, on va dire, le principe, c'est on te donne 2 choix, tu nous dis ce que tu préfères et si tu veux nous donner, quelques précisions sur ton choix, surtout n'hésite pas. Alors le premier, c'est, Paris-Roubaix ou Strade Bianche? Strade Bianche, c'est plus dans mes caractéristiques, on va dire. Paris-Roubaix, c'est vraiment quand tu vois les mecs qui s'y expriment, même si Paris-Roubaix, tu vas dire. Je distinguerais aussi les deux courses avec leur paysage. Strade Bianche, je trouve que le paysage est quand même plus joli, on va dire. Et plus dépaysant que les paysages du Nord. Ah, on va pas se le cacher, c'est aussi notre choix. Remporter le Tour du Jura ou une étape du Tour de France? Ouais, le Tour de France quand même si le Tour du Jura, une étape du Tour de France dans le Jura, quoi. Mais non, ouais, c'est vrai qu'une étape, c'est quand même pas à chier. Hem, Année Jura Cyclisme ou année CC Etup? C'est compliqué ça. Ouais, je dirais quand même plus le début au Jura Cyclisme. Même si après, voilà, j'ai bien aimé aussi le CC Etup, mais ouais, le début, j'y ai passé plus de temps aussi. Ça fait pas pencher la balance. Quentin Fillon-Maillet ou Martin Fourcade? Quentin, parce que je le connais, et Martin, je le connais pas, mais puis j'aime bien aussi son état d'esprit à Quentin qui est vachement bagarreur et ouais, qui qu'en veut toujours plus, même si ouais, sinon ouais, Quentin Fillon-Maillet, sans hésiter, on va dire. OK. Et pour finir, La Malatte ou La Redoute? La Redoute, la Redoute. Même si je pense que la Malate est plus dure, hein. Sérieusement. Pour ceux qui connaissent pas, La Malatte, c'est on va dire, c'est une côte juste à côté de Besançon qui doit faire 1,5 km avec des passages à plus de 20 et franchement, Non, franchement, la Malate est plus dure que la Redoute, sûr. Si tu veux tester ta forme à Besançon, c'est là où tu vas, quoi. Ouais, je la monte vraiment pas souvent celle-là, mais moi je suis plus, ouais, partir plus du côté Jura, pour ceux qui connaissent. Mon Poupée, on va dire, plus mon Poupée, parce que je suis plus de ce côté-là. Mais non, franchement, pour revenir un peu aux comparaisons Malate et Redoute, la Redoute, tout le monde connaît, je pense, c'est la course où passe la classique Liège-Bastogne-Liège, mais on dit qu'elle est, ouais, c'est sûr, elle est dure, elle est redoutable et tout, mais c'est une côte, c'est plus l'enchaînement avec la suite, la Roche-au-Faucon, je trouve, c'est une côte beaucoup plus dure parce que ça bascule pas, c'est tout en prise à la fin, elle est plus dure que la Redoute, hein. La Redoute, c'est, on va dire, mythique, c'est plus, voilà, le côté mythique bah, parfait. Je te remercie, déjà dans un premier temps, de nous avoir accordé, ce temps auprès de nous et du coup, bah, on te retrouve normalement sur le vélo du côté du Pays basque, pour tous ceux qui voudront, te suivre Ouais, c'est ça les prochaines échéances. et on te souhaite, bien entendu on va dire, de valider ton gros objectif de la saison, je suppose, bah, du coup, ta présence sur la Vuelta pour découvrir une course de 3 semaines. Tu as un mot à dire pour finir, on va dire pour conclure cette interview, ce podcast? Non, merci de m'avoir invité pour cette première et je vous souhaite plein de réussite dans votre entreprise de ces podcasts et à bientôt. Bah, merci à toi, surtout. C'est tout pour Dos 13. Ciao, ciao. Ciao.